Mon mari m'a mise à la porte après avoir gagné 114 millions d'euros à l'euro-million. Tu ne sentiras même pas l'odeur d'un centime de mon argent, grosse inutile, m'a-t-il hurlé avec méchanceté. Mais cet imbécile ne s'est jamais donné la peine de regarder le nom écrit au dos du ticket, et cela faisait déjà une semaine. Parfois, la personne avec qui tu dors n'est pas seulement capable de te briser le cœur, elle peut aussi t'arracher l'âme. Sans élever la voix, Sandrine Moreau, à 38 ans, avait le visage d'une femme qui avait appris à se taire non par lâcheté, mais par instinct de survie. Ses yeux, bien que fatigués, conservaient encore l'éclat de celle qui ne s'était pas complètement résignée à devenir invisible. Depuis 5 ans, elle travaillait dans l'équipe de nettoyage du centre hospitalier de Limoges. Service de nuit, double journée, et une douleur au pied devenue une compagne constante. Son uniforme blanc, toujours impeccable malgré un salaire précaire qui suffisait à peine à remplacer ses chaussettes trouées, contrastait avec la vie modeste qu'elle menait dans un petit appartement d'un quartier populaire en périphérie de la ville. Des blocs d'immeubles en béton collés les uns aux autres, des façades réclamant à grands cris un coup de peinture, et des voisins donnant sur la cour intérieure qui voyaient tout, mais ne disaient jamais rien. À la maison, Sandrine vivait avec son mari, Laurent, et leurs 2 enfants, Lucas, 11 ans, et Chloé, 7 ans. Tous 2 fréquentaient l'école publique du quartier. Laurent, de son côté, passait ses journées devant la télévision ou enfermé dans la chambre, à fumer et à accuser le monde entier de sa malchance. La dernière fois qu'il avait eu un emploi stable remontait à presque 1 an. Selon lui, les patrons étaient incompétents et les collègues des traîtres. Depuis, son caractère s'était aigri. Les disputes étaient fréquentes, cris, portes claquées, silence interminable et remarques venimeuses qui, sans laisser de traces physiques, avaient commencé à empoisonner tout ce qui les entourait. Sandrine avait cessé de lui parler de ses problèmes, ne partageait plus ses joies, encore moins ses espoirs. Jusqu'à ce vendredi-là, épuisée après 12 heures à récurer les soldes de l'hôpital, elle s'arrêta devant un bureau de tabac-presse. Une affiche jaune fluo annonçait le jackpot de la semaine, 114 millions d'euros. Elle regarda son porte-monnaie. Il lui restait à peine 5 euros. Elle hésita, mais quelque chose en elle, peut-être le désir d'une autre vie, la poussa à tendre la main et à acheter un ticket. Ce soir-là, tandis que Laurent ronflait avec la télévision allumée et une canette de bière vide sur la table de nuit, Sandrine posa le ticket sur sa propre table de chevet. Elle le regarda une dernière fois avant de s'endormir. Puis elle se serra contre elle-même et ferma les yeux. Elle ne parla même pas du jeu à Laurent, elle se contenta de dire « Laurent, j'ai joué à l'euro-million, au cas où. » Il ne réagit pas. Il fit un geste de la main, comme pour chasser une mouche. Les jours passèrent. Sandrine poursuivit sa routine, travail, maison, aider les enfants pour leurs devoirs, éviter la mauvaise humeur de Laurent. Un après-midi, en rentrant de l'hôpital, elle sentit que quelque chose était différent. Ce n'était pas son expression, mais le silence. Un silence tendu, de ceux qui précèdent les tempêtes. Laurent était assis dans la salle à manger, immobile, tenant le ticket de loterie entre ses doigts. La télévision était à plein volume sur une chaîne d'information. La combinaison gagnante du tirage euro-million est 9, 18, 23, 41, étoiles 2 et 6. Ces mêmes numéros étaient parfaitement imprimés sur le papier qu'il tenait. Sandrine sentit un léger tremblement dans ses jambes. Elle s'approcha, essayant de comprendre. « Ce ticket est à moi », dit-elle sans hausser la voix. Laurent ne répondit pas. Il la fixa simplement. Un regard sombre, étranger. « J'ai dit que j'avais acheté ce ticket avec les derniers 5 euros que j'avais, » répéta-t-elle. Ce qui suivit fut une explosion de rage accumulée depuis des années. Laurent se leva d'un bond, renversa la chaise et hurla avec une violence qui fit sortir Chloé en courant de sa chambre, terrorisée. « Tu crois vraiment que tu verras un centime de cet argent? Tu n'es qu'une assistée inutile. Remercie-moi de t'avoir supporté toutes ces années. » Sandrine resta figée. Elle sentit le sang quitter son visage. Lucas apparut derrière elle, les yeux écarquillés. « Papa, pourquoi tu cries sur maman ?» Mais Laurent ne s'arrêta pas. « C'est ma maison, mes règles. Ni toi ni tes foutus enfants n'allez me gâcher la vie maintenant. » Sandrine recula, le cœur battant à tout rompre. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise. « Laurent, il y a mon nom sur ce ticket. C'est moi qui l'ai acheté. » « Il n'y a aucun nom écrit, » cria-t-il en agitant le papier dans l'air.
Et même s'il y en avait un, je te le jetterais à la figure. Dehors. Dégage de chez moi. Maintenant. Les enfants se mirent à pleurer. Lucas serra sa sœur contre lui, essayant de lui couvrir les oreilles. Sandrine ne comprenait pas, ne voulait pas comprendre. C'était sa maison, ses enfants, sa famille. Et pourtant, à cet instant, elle comprit qu'elle n'avait plus rien. Laurent alla dans la chambre, ouvrit l'armoire et jeta ses quelques affaires par terre, une vieille valise, une paire de chaussures, 3 chemisiers usés. Il traîna le tout jusqu'à la porte. Sandrine, la dignité tenant à un fil, se baissa pour ramasser ses affaires tandis que les voisins commençaient à se pencher aux fenêtres. « Qu'est-ce que tu fais, Laurent ? Les enfants te voient. » cria une voisine depuis le 2e étage. « Mêlez-vous de ceux qui vous regardent, Jacqueline, » répondit-il furieux. Elle croyait qu'elle allait me voler. Sandrine sortit avec la valise. Lucas courut vers elle. « Maman, ne pars pas. Ne nous laisse pas. Je ne vous laisserai jamais, mon amour. J'ai juste besoin de réfléchir. » Elle marcha sans but. Les rues lui parurent plus sombres que jamais. La ville continuait son rythme indifférent. Personne ne s'arrêtait pour regarder une femme au regard vidé à la valise cassée. Elle finit assise sur un banc de la place de la République. Le froid de la nuit lui transperçait les os. Elle serra ses genoux contre elle et respira profondément, comme pour ne pas se briser de l'intérieur. Vers minuit, son téléphone vibra. Un message de Lucas. « Maman, je t'aime. Tout ira bien. Je te le promets. » Sandrine éclata en sanglots, sans plus aucune force pour retenir quoi que ce soit. Pendant ce temps, Laurent fêtait sa victoire à la maison avec un groupe d'amis qui ne se souvenaient même pas de son 2e prénom. Il buvait comme si cet argent avait toujours été le sien. Il publia une story sur les réseaux sociaux avec le ticket, sans imaginer qu'au dos, une petite ligne écrite au crayon disait « Sandrine Moreau, 17 août ». Le ticket était resté intact, caché entre les pages d'une Bible que Sandrine utilisait comme coffre-fort. Laurent l'avait trouvé en cherchant quelque chose à vendre. Il n'avait pas pris la peine de regarder les détails. Il n'avait jamais pensé qu'elle pourrait réclamer quoi que ce soit, parce que, dans son esprit, elle n'avait même pas droit à son propre nom. Sur la place, une femme d'une 60aine d'années s'approcha de Sandrine avec un café chaud. « Ça va, ma fille ? » ?»« Non, mais ça ira. »« Tu veux parler ? » ?»« Pas maintenant. Peut-être demain. » Sandrine but le café. Il avait le goût de l'enfance, de ce qui avait existé autrefois. Et à cet instant, tandis que la ville dormait et que son monde semblait s'être effondré, elle comprit que quelque chose s'était réveillé en elle. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la dignité. Et même si cette nuit-là elle dormit sur un banc, les chaussures humides et l'âme brisée, pour la première fois depuis longtemps, elle rêva. Elle rêva qu'elle se relevait, qu'elle revenait chercher ses enfants, et que ce ticket qui semblait l'avoir laissé sans rien serait le début de tout ce qui lui appartiendrait un jour, de plein droit. Il était devenu un personnage viral, mais les appels commencèrent à arriver. D'abord anonymes, puis de plus en plus insistants. Au début, il pensa à des plaisanteries. Ensuite, les messages commencèrent à l'inquiéter. « Nous savons que ce ticket ne t'appartient pas. Profite tant que tu peux. L'argent ne nettoie pas la conscience. » La vérité finit toujours par éclater. Laurent commença à changer les serrures, à installer des caméras. Il devint paranoïaque. Il ne dormait plus. Il se méfiait de tout le monde, même de son propre frère Didier, à qui il avait confié la gestion d'une partie de l'argent. Didier, avec son sourire de serpent, avait déjà commencé à détourner des fonds sans que Laurent, aveuglé, ne s'en rende compte. Mais il ne le savait pas encore. Sandrine, au centre d'hébergement, passait ses nuits avec d'autres femmes. Des histoires pires, des douleurs semblables. L'une portait une cicatrice sur le front. Une autre n'avait pas parlé depuis des semaines. Sophie organisait des groupes de parole, des ateliers, des espaces sécurisés. Peu à peu, Sandrine commença à se reconstruire. Elle apprit ses droits, les procédures judiciaires. Elle découvrit que si elle pouvait prouver qu'elle avait acheté le ticket, elle pourrait réclamer la totalité du gain. Alors elle se souvint que, par habitude, elle avait écrit son nom au crayon au dos du ticket,
un détail capable de tout changer. Sophie sourit lorsqu'elle le lui raconta. Ce nom écrit peut être la clé. Es-tu prête à te battre? Oui. Alors faisons le bien. Sans scandale, sans viscéralité, avec intelligence. Sandrine écrivit une lettre à ses enfants. Elle ne pouvait toujours pas les voir, Laurent ne le permettait pas, mais elle voulait qu'ils sachent qu'elle ne les avait pas abandonnés. Sophie réussit à la faire parvenir par l'intermédiaire d'une voisine du quartier, une femme qui avait elle aussi subi des violences par le passé et qui était devenue une alliée silencieuse. Chloé pleura en la lisant. Lucas la glissa sous son oreiller. Sandrine commença également à construire une nouvelle identité. Pas seulement juridique, mais intérieure. Elle n'était plus l'épouse humiliée, elle était la femme qui avait décidé de renaître de ses cendres. Elle se mit à écrire dans un cahier, à parler avec d'autres femmes, à guérir. Un soir, Sophie entra dans la salle commune et alluma la télévision. Laurent apparaissait aux informations. Le nouveau riche, l'homme touché par la chance, désormais présenté comme entrepreneur en crypto-monnaie. Sandrine le regarda en silence. « Qu'est-ce que tu ressens en le voyant ainsi ?» demanda Sophie, comme si tout cela était un film. « Cette fois, je ne veux pas être la victime. Je veux être la scénariste. » Sophie lui tendit une enveloppe. « C'est pour toi. La copie de la plainte que nous allons déposer. Mais il y a autre chose. » Sandrine leva les yeux. « Une journaliste s'est intéressée à ton histoire. Elle veut la raconter anonymement dans le cadre d'une campagne contre les violences économiques. Accepterais-tu » Sandrine hésita, puis acquiesça. « Que le monde le sache. Ce qu'il m'a fait, il l'a fait à beaucoup d'autres. » Cette nuit-là, Sandrine rêva à nouveau. Mais elle ne rêvait plus qu'elle se levait. Elle était déjà debout. Elle rêva qu'elle courait, que ses enfants l'attendaient dans une maison nouvelle, que la vie, même cruelle, pouvait encore être juste. À l'autre bout de la ville, Laurent se réveilla en sueur après un cauchemar où il perdait tout devant une foule qui se moquait de lui. La bataille ne faisait que commencer, et il ne le savait même pas. Il se réveilla trempé, les draps collés au corps, un bourdonnement constant dans les oreilles. Il avait rêvé qu'il se trouvait nu au milieu d'une place publique, que le ticket de loterie fondait entre ses mains. Autour de lui, une foule riait, le montrait du doigt, lui criait « voleur ». Il se leva brusquement et alla dans la salle de bain. Le miroir lui renvoya une image fatiguée, cerne, nouvelle ride, une allure négligée que ni la gomina ni les parfums coûteux ne parvenaient plus à masquer. Il se passa de l'eau froide sur le visage et retourna se coucher. Une jeune femme au cou couvert de tatouages dormait à ses côtés. Il ne se souvenait même pas de son prénom. Il y en avait eu tant dans son lit ces dernières semaines qu'il avait perdu le compte. Des femmes qui entraient et sortaient comme la fumée des cigarettes qu'il fumait désormais sans arrêt. L'argent l'avait transformé en caricature de lui-même. Il avait des voitures, des montres brillantes, une maison neuve dans un lotissement privé, même s'il ne l'avait pas encore entièrement payé. Il signait des contrats sans les lire, conseillé par des gens qu'il connaissait à peine, des connaissances du quartier apparues soudainement avec des sourires pleins de promesses et des discours sur la multiplication de sa fortune. Et il les croyait. On l'appelait entrepreneur, investisseur, et il souriait comme un enfant avec un jouet neuf. Tout le monde voulait être proche du nouveau millionnaire, même si personne ne le respectait vraiment. Son frère Didier fut l'un des premiers à arriver. Il le visita dès qu'il apprit le gain. Il lui dit qu'il était heureux pour lui, que le sang restait le sang, qu'il avait toujours su que Laurent était destiné à de grandes choses. Assoiffé de reconnaissance, Laurent le crut sur parole. Il lui confia la gestion d'une partie de l'argent, signa des procurations notariales, ouvrit des comptes à l'étranger à son nom. Didier se faisait passer pour un expert financier. En réalité, c'était un opportuniste sans scrupules. Pendant que Laurent jouait au célèbre, Didier détournait lentement l'argent. Petit virement, investissement fictif, compte fantôme. Un après-midi de faux conseils, Laurent lui dit. Je pense m'acheter un yacht, ou peut-être ouvrir une discothèque, quelque chose de grand, pour que les gens voient que je ne suis plus celui d'avant. Didier le regarda avec ce sourire énigmatique devenu partie intégrante de son masque. Bien sûr, frère, tout ce que tu veux. Mais d'abord, assurons ton argent. Tu sais, pour ne pas finir comme ceux qui gagnent à la loterie et qui, 2 ans plus tard, sont encore plus mal qu'avant. Laurent rit, insouciant.
Ça ne m'arrivera pas. Didier se contenta d'acquiescer, tout en comptant intérieurement l'argent qui serait bientôt le sien. Pendant ce temps, Lucas et Chloé vivaient prisonniers entre l'abandon et le ressentiment. Laurent les avait emmenés dans le nouvel appartement, un pantouse avec salle de sport et piscine, mais il leur accordait à peine de l'attention. Il leur promit Disneyland sans jamais acheter les billets. Il leur promit les meilleurs jouets, les plus beaux vêtements, mais ne les utilisait que pour poster des photos où il se donnait le rôle du père célibataire exemplaire. Un soir, Lucas le fixa depuis le canapé. Il avait 11 ans, mais le regard d'un vieil homme fatigué. « Papa, pourquoi maman n'est pas ici si c'est elle qui a acheté le ticket ?» Laurent se tendit. Le verre qu'il tenait trembla légèrement. Il se tourna avec un sourire qui n'en était pas un. « Ne redis jamais ça. Ta mère ne valait rien. Elle est partie. Elle n'a pas voulu cette vie. Elle n'a pas voulu se battre à mes côtés. Ce n'est pas vrai. J'ai dit de ne plus jamais dire ça. » Chloé se mit à pleurer en silence. Lucas la serra contre lui. Laurent s'enferma dans sa chambre. Il ne supportait pas que quelqu'un remette en question sa version. Il s'était convaincu qu'il avait gagné cet argent par le destin, parce qu'il le méritait, et que Sandrine n'était qu'un poids, une encre dont il s'était enfin libéré. À l'autre bout de la ville, Sandrine tenait un document entre ses mains. C'était l'acceptation officielle de l'ouverture de la procédure judiciaire. Sophie la regardait avec une fierté contenue. « Tu fais maintenant le premier pas. Pas vers la vengeance, mais vers la vérité. » Sandrine acquiesça. Elle ne tremblait plus. Elle ne parlait plus d'une voix brisée. Quelque chose avait changé dans son regard. C'était la même femme, mais avec un autre feu dans les yeux. Parallèlement, Sophie contacta une journaliste nommée Claire, spécialisée dans les droits des femmes. Claire, elle-même ancienne victime de violences économiques, se passionna pour le cas de Sandrine dès qu'elle l'entendit. Ce n'était pas seulement une histoire forte, c'était le portrait de milliers de femmes invisibles à qui l'on arrache tout sans laisser de traces. Elle demanda une interview. Sandrine accepta à condition que son visage et son nom ne soient pas révélés. Ils commencèrent à filmer un documentaire au centre d'hébergement, avec les témoignages d'autres femmes. C'était à la fois une bombe à retardement et un miroir pour la société. Claire le titra « Rêve volé, quand la violence ne laisse pas de bleu ». L'histoire de Sandrine en était le fil conducteur. Pendant ce temps, Laurent sentit que quelque chose n'allait pas. Des appels de numéros inconnus. Des messages aux phrases inquiétantes. Un soir, il trouva devant la porte de son appartement un papier avec un seul mot écrit à la main, « voleur ». Ce n'était même pas une insulte élaborée. C'était un mépris direct. Il entra comme une tornade, fouilla partout, cria, frappa la table. Lucas le regardait depuis le couloir. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?»« Rien. Va te coucher. » Mais Laurent ne dormit ni cette nuit-là ni les suivantes. Sa paranoïa grandissait. Il fit installer des alarmes. Il demanda à Didier d'enquêter pour savoir si quelqu'un essayait de le saboter. Didier lui dit de ne pas s'inquiéter. Mais le lendemain, le compte principal affichait des mouvements étranges. Il appela la banque. Il ne comprenait rien à ce qu'on lui expliquait. On parlait de virement vers un compte international au nom d'une société inconnue. Il appela Didier. Pas de réponse. De son côté, Sandrine recevait des messages de soutien de femmes qui avaient vu les premières images du documentaire. Des femmes de quartiers modestes, de bureaux, de villages. Elle lui disait qu'elles se sentaient représentées, qu'elle leur rendait leur force. Sandrine comprit que son histoire n'était plus seulement la sienne. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand. L'avocate recommandée par Sophie confirma que s'il prouvait que Sandrine avait acheté le ticket, Laurent pourrait non seulement perdre l'argent, mais aussi être poursuivi pour enrichissement injuste. Tout dépendait d'une preuve, le nom écrit au dos. Sophie appela le notaire qui avait validé le ticket lors de l'encaissement. « Vous souvenez-vous s'il y avait quelque chose d'écrit sur le ticket ? Je n'ai regardé que les numéros au recto, mais s'il y avait une inscription, elle doit être archivée. Je dois vérifier. » 2 jours plus tard, il rappela. « Oui. Le ticket a été scanné recto verso. Il y a un nom écrit au crayon, presque effacé. Sandrine Moreau. Et une date. » Sophie sourit comme quelqu'un qui voit une fissure dans un mur de béton.
Sandrine se couvrit la bouche et pleura en silence. C'était réel. Elle avait la preuve. La définitive. Laurent, lui, reçut une lettre cette semaine-là. Une enveloppe blanche, sans expéditeur apparent. À l'intérieur, une notification du tribunal judiciaire, une plainte pour appropriation indue. Le nom de Sandrine apparaissait en majuscule sur le document. Le reste devint flou devant ses yeux. Il resta immobile, sans air. Il s'enferma dans la salle de bain et se regarda dans le miroir, le même miroir devant lequel il s'était senti invincible quelques mois plus tôt. Ce visage était désormais celui d'un homme vaincu avant même le début de la bataille. Il composa le numéro de Didier. 2 sonneries. Puis une voix automatique, le numéro que vous avez composé n'existe pas. Il appela la banque. On l'informa que Didier avait vidé le second compte 3 jours auparavant. Laurent sentit ses jambes céder. Il s'appuya contre le lavabo et hurla avec une force qui fit trembler les murs. Lucas et Chloé sursautèrent. Chloé courut dans sa chambre. Lucas le regarda depuis l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» Laurent se retourna, les yeux injectés de sang. « Rien. Tout va bien. » Lucas le fixa encore une seconde, puis dit. « Maman ne criait pas comme ça. » Et il s'en alla. Cette nuit-là, Laurent ne dormit pas. Le lendemain, il relut chaque contrat, appela tout le monde. Personne ne répondait. Les soi-disant investisseurs avaient disparu. La fille au tatouage aussi. Les fêtes étaient finies. Les amis s'étaient volatilisés. Les messages haineux revenaient. Sandrine, de son côté, préparait son témoignage. L'avocate lui expliquait chaque étape. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer l'argent, mais d'établir un précédent juridique. Une bataille capable de changer de nombreuses vies. Le documentaire serait diffusé une semaine plus tard, juste après la première audience. Le masque du succès commençait à se fissurer. Laurent ne pouvait plus soutenir le mensonge, sans même imaginer ce qui l'attendait. La justice n'arrive pas toujours avec des sirènes. Parfois, elle arrive en silence, sous la forme d'un papier portant le nom d'une femme qui avait été expulsée, humiliée, et qui revenait désormais. Non pas pour supplier, mais pour réclamer ce qui avait toujours été à elle. Et le premier coup était sur le point de tomber. Il appela l'avocat qui l'avait aidé à boucler quelques contrats douteux quand il avait commencé à faire circuler l'argent sans le déclarer. Mais cette fois, la voix à l'autre bout du fil fut sèche, distante. « C'est différent, Laurent. Je ne me mêle pas des affaires de violence, encore moins s'il y a des preuves juridiques. Je te paie. Arrange ça. » Non. Désolé. Tu es seul là-dedans. Et il raccrocha. Laurent jeta son téléphone par terre, il se brisa en 3 morceaux. Puis il regarda ses mains ouvertes, vides. Il sentit que tout lui échappait, que chaque décision prise depuis qu'il avait eu ce maudit ticket entre les mains l'avait rapproché du précipice. À l'autre bout de la ville, Sandrine tenait sa déclaration sous serment. C'était un simple papier, mais chaque mot écrit dessus était une blessure qui se refermait. Sophie se tenait à ses côtés en silence, comme elle le faisait toujours quand le silence comptait plus que n'importe quel discours. Dehors, dans la salle d'attente du tribunal judiciaire, plusieurs journalistes attendaient le début d'une audience déjà tendance sur les réseaux. Le documentaire sur Sandrine avait explosé. On le partageait dans des groupes de femmes, dans des universités, dans des médias alternatifs. Des milliers de personnes commentaient, pleuraient, s'indignaient. Certaines allaient jusqu'à la qualifier de symbole de la résistance. Mais Sandrine ne voulait être le symbole de rien. Elle voulait seulement la justice, et ses enfants. Elle entra dans la salle d'un pas ferme. Le juge, un homme au visage neutre et aux lunettes épaisses, la regarda attentivement. Laurent arriva avec 10 minutes de retard, les vêtements froissés, le visage gonflé, accompagné d'un nouvel avocat, jeune et nerveux, qu'il avait engagé ce matin-là avec ce qui lui restait de fortune. Laurent ne salua ni Sandrine ni personne. Son regard était un puits noir. Le juge demanda le silence. Nous ouvrons l'audience préliminaire de l'affaire Moreau contre Moreau. Les 2 parties sont présentes. Nous pouvons commencer. Sandrine se leva. Le juge lui demanda de parler. Elle inspira profondément et, sans élever la voix, commença.
Je m'appelle Sandrine Moreau. Je suis mère, femme et survivante. Pendant des années, j'ai vécu auprès d'un homme qui m'a fait croire que je ne valais rien, que tout ce que je faisais était inutile, que mon travail n'était pas un vrai travail, que mes décisions ne comptaient pas. Quand j'ai acheté ce ticket de loterie, je l'ai fait en rêvant d'offrir une vie meilleure à mes enfants. Je n'ai jamais imaginé que ce serait l'arme dont il se servirait pour me détruire. Je ne veux pas son argent. Ça ne m'intéresse pas. Je veux récupérer mes enfants. Je veux qu'il réponde devant la justice de tout ce qu'il m'a arraché en silence, parce que la violence économique est aussi une violence, parce qu'on vole chaque jour des femmes comme moi sans que personne ne nous écoute. Elle s'arrêta. Elle regarda Laurent, incapable de soutenir son regard. Il baissait simplement la tête, mal à l'aise. Sandrine reprit son souffle et termina sa déclaration par une phrase qui fit taire la salle. Je n'ai jamais voulu son argent. Je voulais seulement que mes enfants sachent que leur mère n'était pas une assistée, mais une femme forte qui a choisi de se relever. Le silence fut absolu. Le juge acquiesça et tourna son regard vers Laurent. Monsieur Moreau, pouvez-vous parler? Laurent se leva. Sa voix était forcée. Tout ça, c'est faux. Elle s'en sert pour me détruire. L'argent, c'est moi qui l'ai gagné. Elle ne sait même pas comment fonctionne la loterie. C'est moi qui ai fait valider le ticket. Je l'ai fait légalement. Avez-vous une preuve que vous l'avez acheté, vous? Demanda le juge. Non. Mais elle non plus. L'avocat de Sandrine se leva, avec l'autorisation du juge. Si, elle en a, monsieur le président. Nous présentons les images scannées du ticket original, archivé par l'organisme officiel, où l'on lit clairement le nom de Sandrine Moreau écrit au dos, avec une date antérieure au tirage. Le juge prit les documents, les examina attentivement, les passa à son greffier, puis fixa Laurent. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Ça peut être faux. Elle a pu l'écrire après. C'est un piège. Le juge l'interrompit. Le ticket a été scanné par l'organisme officiel avant l'encaissement. L'archive originale le confirme. Monsieur Moreau, vous êtes dans une situation très sérieuse. Je vous recommande de mesurer vos paroles. Laurent se rassit d'un coup. Il était livide. Pour la première fois, sa défense s'effondrait. Il n'avait plus d'arguments, seulement de la rage. L'audience continua avec des témoignages. Sophie témoigna de l'état dans lequel Sandrine était arrivée au centre d'hébergement. Puis deux voisines prirent la parole. L'une raconta comment elle avait assisté à l'humiliation de l'expulsion, au milieu des insultes. L'autre expliqua que, pendant des années, c'était Sandrine qui avait fait tenir la famille pendant que Laurent s'occupait de projets qui n'avaient jamais existé. Mais la surprise arriva à la fin. Le juge appela une dernière témoin. Son nom n'apparaissait pas dans les documents initiaux. La défense de Sandrine l'avait proposé ce matin-là. Quand elle entra dans la salle, Laurent se leva comme s'il voyait un fantôme. C'était Manon, l'une de ses amantes, la même qui postait des photos avec lui sur les réseaux, celle qu'il appelait « la vraie reine de ma vie ». Sandrine la regarda avec un mélange de surprise et de tristesse. Manon s'avança vers la barre. Elle avait l'air différente, sans maquillage, en vêtements simples, les yeux tristes. Le juge lui demanda de parler. « Je connais monsieur Moreau depuis 5 mois. Nous avons commencé une relation. Je ne savais pas qu'il avait des enfants à charge, et encore moins qu'il avait mis sa femme dehors. Je l'ai appris par les réseaux sociaux. Au début, il niait. Mais quand il a commencé à manquer d'argent, son caractère a changé. Il est devenu agressif. Un jour, on s'est disputé à cause d'un message que j'avais reçu. Il m'a poussé contre un mur. Il m'a laissé un bleu. Je ne l'ai pas dénoncé. J'avais peur. Mais quand j'ai vu le documentaire sur Sandrine, j'ai compris que je devais être ici. Laurent se leva d'un bond. Menteuse. Ça ne s'est pas passé. Le juge frappa la table. Silence dans la salle. Manon continua. J'ai gardé des messages, des audios où il se moque de Sandrine, de ses enfants, où il dit que s'il pouvait la faire disparaître, il le ferait. Je les ai remis au parquet. C'est entre leurs mains. La salle devint un bouillonnement de murmures, de regards. Le juge demanda l'ordre. Laurent était blanc, tremblant.
Son nouvel avocat baissa la tête. Il savait que l'affaire était perdue. Sandrine ne sourit pas. Elle ne ressentit aucune vengeance. Elle ressentit seulement de la peine pour tout le monde, pour le temps perdu, pour les enfants pris au milieu, pour les dégâts que personne ne pourrait effacer. L'audience se termina sur une décision provisoire. Le juge reconnut le nom de Sandrine sur le ticket comme preuve suffisante pour ouvrir la procédure de récupération de l'argent et suspendit l'accès de Laurent aux comptes associés. En plus, il accorda à Sandrine la garde provisoire des enfants jusqu'à la résolution complète du dossier. Laurent n'avait plus le droit de s'approcher d'elle ni de la contacter de quelque manière que ce soit. En sortant du tribunal, un petit groupe de personnes l'attendait. Des inconnus, des femmes avec des pancartes. Certaines pleuraient, d'autres applaudissaient. Ce n'étaient pas des fans. C'étaient des survivantes. Une femme s'approcha. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir parlé. Sandrine lui prit la main. Je ne parle pas pour moi. Je parle pour toutes. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à dormir dans la chambre du centre d'hébergement, elle reçut un message de Lucas. Il disait seulement « Je t'ai vu à la télé. Je t'aime, maman. » Sandrine posa le téléphone contre sa poitrine et ferma les yeux. Elle n'avait rien, et pourtant elle avait tout. Le début de quelque chose de nouveau, une vérité que plus personne ne pourrait effacer. Et cette fois, le silence ne la ferait plus taire. Le lendemain matin apporta une brise douce, comme si l'air avait décidé de la traiter avec délicatesse. Elle se réveilla avant tout le monde, marcha pieds nus dans le couloir du refuge et s'arrêta devant le petit miroir de la cuisine. Elle n'était plus la même femme que celle arrivée des semaines plus tôt. Elle ne craignait plus son reflet. Elle ne cherchait plus des défauts, ne se cachait plus de ses pensées. Désormais, elle cherchait des raisons, des réponses, et surtout, un plan. Le procès se tint devant une juridiction supérieure. Ce n'était plus une audience préliminaire. Cette fois, la justice devait rendre un jugement définitif. Laurent arriva avec des vêtements empruntés, de profondes cernes, et sans Didier à ses côtés. Personne ne l'accompagnait. Son nouvel avocat n'avait plus le même élan. Il n'y avait pas de défense possible. Les preuves étaient solides, les témoignages accablants, et son image publique était détruite. Le documentaire continuait de se propager, devenant un phénomène. On le partageait dans des associations de femmes, chez des avocats, des magistrats, et parmi des centaines de personnes qui n'avaient jamais entendu le nom de Sandrine, mais qui maintenant la reconnaissaient dans la rue. Dans la salle, l'atmosphère était tendue. Sandrine s'assit au premier rang, Sophie à ses côtés. Elle portait un chemisier blanc et une simple chemise cartonnée entre les mains. Sans bijoux, sans maquillage, elle n'avait pas besoin d'ornements pour prouver qui elle était. Sa présence suffisait. Le juge passa en revue chaque élément, le ticket enregistré à son nom, le scan, les mouvements bancaires de Laurent, le témoignage de Manon, les audios fournis, les insultes publiques, l'abandon des enfants. Tout était documenté. Le juge marqua une pause avant de lire la décision, comme si même l'air devait se préparer. Au vu des preuves présentées et des témoignages recueillis, ce tribunal déclare M. Laurent Moreau coupable d'enrichissement injustifié, de comportements frauduleux et de violences économiques et psychologiques à l'encontre de Madame Sandrine Moreau. Il est condamné au paiement d'une lourde amende à titre d'indemnisation, l'ensemble de ses comptes bancaires est gelé, et il est ordonné la saisie immédiate du bien situé dans le lotissement privé Les Chênes. En outre, une mesure d'éloignement est prononcée, l'accusé ne pourra s'approcher à moins de 300 mètres de Madame Moreau ni de ses enfants pendant une période d'au moins 5 ans. Laurent ne dit rien. Il baissa la tête. Le son de la décision tomba comme un marteau. Il ne cria pas, ne pleura pas, ne protesta pas. Il savait que tout était terminé. Au fond, il savait que tout avait commencé le jour où il avait jeté Sandrine dehors comme un objet. C'était le début de sa fin. Sandrine sortit du tribunal en silence. Plusieurs médias l'attendaient. Elle ne parla pas aux caméras, seulement à une petite fille qui s'approcha timidement avec un dessin. Sur le papier, on voyait une femme avec une cape, entourée de cœurs. Sandrine le prit, la gorge nouée. « Merci, dit-elle. »« C'est pour moi ? » ?»« Oui. »« Ma maman dit que vous êtes très courageuse. » Sandrine se baissa et la serra dans ses bras. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle ferma simplement les yeux et s'autorisa à vivre l'instant.
La nouvelle du jugement traversa le pays. En quelques heures, l'histoire de Sandrine cessa d'être un simple cas de violence pour devenir un phénomène social. Les invitations à des interviews affluèrent, mais elle ne voulait ni caméra ni spectacle. Elle voulait quelque chose de réel, quelque chose qui dure plus que quelques secondes de célébrité. Avec l'aide de Sophie et une partie de l'argent récupéré après le procès, elle fonda une organisation qu'elle appela Fondation Porte Ouverte, un lieu pour les femmes victimes de violences économiques et psychologiques. L'objectif était clair, offrir un refuge, une orientation juridique, un soutien psychologique, et surtout un réseau concret, qui fonctionne au-delà des beaux discours. Elle anima elle-même le premier atelier. Une petite salle avec des chaises récupérées et des tasses de café chaud. En face d'elle, 8 femmes l'écoutaient en silence. Des histoires différentes, le même regard. Sandrine s'assit et parla sans feuille, sans texte préparé. Pendant longtemps, j'ai pensé que je n'étais pas suffisante. Que si je me taisais, il changerait. Que si j'étais patiente, si j'étais gentille, si je me sacrifiais, tout s'arrangerait. Je me trompais. Parfois, le silence ne sauve pas. Parfois, le silence tue. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Nous ne sommes pas les cicatrices que les autres nous laissent. Nous sommes les mains qui écrivent maintenant une nouvelle histoire. Et cette histoire commence avec la décision de ne plus vivre dans la peur. Une femme éclata en sanglots. Une autre serra les poings. Sandrine comprit alors qu'elle avait trouvé sa place, pas comme victime, pas comme héroïne, mais comme passerelle. De son côté, Laurent vivait dans une chambre louée à l'arrière d'une quincaillerie, sans voiture, sans amis, sans argent. Didier avait disparu, emportant tout ce qui restait sur les comptes, sans même laisser un mot. Laurent tenta de le joindre plusieurs fois, mais le numéro était hors service. Les messages restaient sans réponse. Personne dans la famille ne voulait lui parler. Il était resté seul, et maintenant, sans masque, il se faisait face et ce qu'il voyait ne lui plaisait pas. Il chercha du travail. Personne ne l'embauchait. Son visage circulait sur Internet, associé au scandale. Même les femmes avec qui il avait été le bloquaient. Manon avait parlé publiquement de ce qu'elle avait vécu. On l'appelait violent, escroc. Les insultes pleuvaient sur les réseaux. Il vivait avec la peur au ventre, peur de mettre un pied dehors, peur d'être reconnu, peur même de ce qu'il devenait. Une nuit, ivre, il lança l'enregistrement d'une vidéo sur son téléphone. Il parlait d'une voix trouble, comme s'il voulait se convaincre lui-même, on le jugeait, personne ne savait ce que c'était que vivre avec elle, lui aussi avait souffert, lui aussi avait eu droit au bonheur. Mais en se regardant à l'écran, il ne se retrouva pas. Même lui n'adhérait pas à ses propres mots. Il éteignit l'appareil et, pour la première fois, pleura sans éclat. Sans colère. Juste en silence. Lucas et Chloé vivaient déjà avec Sandrine. Les retrouvailles se firent loin des regards, chargés d'émotions retenues. Lucas s'accrocha à elle de longues minutes, sans lâcher prise. Chloé, elle, parlait sans s'arrêter, comme si tout ce qu'elle avait gardé en elle s'échappait d'un coup. Sandrine les écouta, les embrassa, leur prépara un chocolat chaud, puis leur promit une chose qu'elle pouvait tenir, ils ne vivraient plus dans la peur. Avec une partie de l'argent, elle loua une maison petite mais lumineuse, murs clairs, quelques plantes sur le balcon, une cuisine qui sentait enfin le foyer. Lucas eut un vélo. Chloé peignait ses propres tableaux. Ils n'avaient pas le luxe. Ils avaient la paix. Et c'était nouveau. Sophie resta à ses côtés à chaque étape. Elles devinrent des sœurs de route, de cause, de douleur et de lutte. Il y eut des projets, des idées d'extension, des liens avec d'autres associations. Sandrine n'était plus seulement une histoire, elle devenait un moteur de changement. Un soir, alors qu'elle balayait la cour, Lucas s'approcha. « Maman, tu regrettes d'avoir été avec papa ?» Sandrine s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Non. Parce que de tout ce qui a été mauvais, il y a vous deux. Et toi et ta sœur, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. » Lucas hocha la tête. « Il me manque, mais je comprends aussi. Je ne veux pas retourner avec lui. Tu n'as pas à choisir. Ce sera toujours ton père. Mais toi, tu choisiras quel homme tu veux devenir. Je veux être comme toi. » Elle le serra contre elle. Elle ne dit rien, il n'y avait pas de mots pour ça. Le temps passa.
La fondation grandit. Le documentaire reçut un prix. On invita Sandrine dans des rencontres internationales, mais elle revenait toujours à l'essentiel, la maison, les gestes simples, les étreintes, les histoires de femmes réelles qui, comme elle, avaient fini par dire stop. Et Laurent, dans l'ombre, restait là, à regarder de loin la femme qu'il avait voulu effacer construire un vampire avec ce qu'il avait méprisé. Parfois, il tombait sur son visage à la télévision, sur Internet, dans les actualités. Il baissait la tête. Il ne criait plus, ne se plaignait plus. Il se taisait. Le prix de son orgueil n'avait pas été seulement l'argent. Il avait tout perdu, le respect, la famille, la dignité. Il ne lui restait que l'écho d'une vie qui ne lui appartenait plus. Sandrine, elle, dormait enfin d'une traite. Non pas parce que le passé avait disparu, mais parce que, pour la première fois, elle l'avait affronté et gagné. Les matinées dans la nouvelle maison n'avaient rien d'opulent, mais elles avaient une harmonie inconnue auparavant. L'odeur des tartines grillées se mêlait au rire de Chloé, qui fredonnait en mettant la table. Lucas arrosait les plantes du petit jardin qu'il avait aidé à planter. La maison était simple, claire, baignée de lumière, et chaque recoin parlait de réparation, d'amour replanté après le désastre. Sandrine marchait pieds nus sur le parquet, une tasse de café à la main, les cheveux libres, la tête haute. La maison avait été payée avec une partie de ce qu'elle avait récupéré, mais ce n'était pas l'argent qui la rendait précieuse, c'était tout ce qu'il avait fallu traverser pour y arriver. Chaque meuble choisi, chaque détail posé, avait le goût de la liberté. Dehors, le soleil montait, et le monde continuait. Cette fois, il tournait sans l'écraser. La fondation Porte Ouverte dépassa ses propres rêves. Ce qui avait commencé comme un soutien pour une douzaine de femmes avait désormais des antennes dans 3 autres villes. Ateliers, accompagnement juridique, séances d'art, temps de reconstruction. Sandrine rassembla une équipe de professionnels dont l'engagement allait bien au-delà d'un salaire, des femmes et des hommes qui savaient, dans leur chair, ce que cela signifiait d'être laissé du côté de l'indifférence. Sophie devint sa partenaire officielle. Ensemble, elles organisèrent un événement national qu'elles appelèrent Voix qui ne se taisent. Des milliers de femmes s'inscrivirent. On n'avait jamais vu ça, et les médias le couvrirent comme une révolution émotionnelle. Au milieu des préparatifs, Sandrine s'arrêta, un instant, pour mesurer tout ce qu'elles étaient en train de bâtir. Derrière la scène, parmi les techniciens, les projecteurs et les banderoles de résistance, Sophie s'approcha avec un sourire franc. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Sandrine baissa presque timidement la tête. « Je ne l'ai pas fait seule. Non, mais personne ne l'a fait à ta place. » Sur scène, l'équipe réglait les derniers détails. Sandrine inspira profondément, c'était la première fois qu'elle parlerait devant tant de monde, non comme victime, mais comme celle qui avait transformé sa douleur en force. Pendant ce temps, dans une chambre louée à la semaine dans un immeuble décrépit, Laurent tentait de lancer un direct avec son vieux téléphone. L'écran était sale, le micro saturait, sa voix sonnait creuse, comme un acteur qui récite sans y croire. Il s'adressa à ses amis, voulant raconter sa vérité, répétant que beaucoup l'avaient jugé sans savoir ce qui s'était vraiment passé. Il ferma les yeux, puis regarda le compteur, 0 spectateur. Personne ne l'écoutait. Personne ne le cherchait. Ceux qui se souvenaient encore de lui n'y voyaient qu'une honte. Sur Internet, il était devenu une blague, le symbole d'une arrogance écrasée. On faisait même des mèmes avec son visage et des phrases cruelles du type « Quand ton ego ne peut plus payer le loyer ». Les mêmes personnes qui l'avaient encensé riaient désormais de sa chute. Didier n'était jamais réapparu. Il avait disparu avec les derniers restes des comptes. Les contrats signés sans lire avaient laissé Laurent prisonnier de dettes qu'il ne comprenait même pas. Il avait tout perdu et ce qui le faisait le plus souffrir, c'était de savoir que personne ne le regrettait. Une fois par mois, il envoyait des messages à Lucas et Chloé. Il ne répondait jamais. Sandrine ne l'interdisait pas, mais les enfants n'en voulaient plus. Lucas effaçait simplement les messages. Chloé ne les ouvrait même pas. Pour eux, le père qui les avait reniés avait cessé d'exister. L'événement Voix qui ne se taise dépassa toutes les attentes. La salle, remplie de plus de 3000 femmes, débordait. Sandrine monta sur scène sous les applaudissements. Elle n'avait pas de texte. Elle parla avec ce qu'elle avait de plus vrai. On leur avait appris à se taire, à endurer, à excuser. On leur avait fait croire que la violence ne comptait que s'il y avait du sang.
Mais le sang ne se voit pas toujours. Parfois, on se vide à l'intérieur sans que personne ne s'en rende compte. Elle dit qu'elle avait vécu des années en silence, convaincue que l'amour était sacrifice, qu'être brisé était normal, que la peur faisait partie du fait d'être femme jusqu'au jour où elle s'était retrouvée sur un banc, avec une valise cassée et la dignité en miettes. Ce jour-là, elle avait décidé que plus personne ne raconterait son histoire à sa place. Ce jour-là, elle avait commencé à l'écrire elle-même. Le silence, d'abord total, envahit la salle. Certaines pleuraient, d'autres se tenaient la main. Puis l'auditorium explosa d'applaudissements, de cris de soutien, de noms qu'elle ne connaissait pas mais qui l'enlaçaient du regard. Après l'événement, une maison d'édition la contacta pour faire de son histoire un livre. Sandrine hésita non par pudeur, mais par respect. Elle savait que ce n'était pas uniquement son récit, c'était celui de nombreux autres. Elle accepta à condition d'y intégrer des témoignages réels. Le livre s'intitula « Ce que nous taisons au nom de l'amour ». Le succès fut inattendu. Sur les réseaux, on la surnomma la femme qui a brisé l'ego d'un millionnaire. Sandrine n'aimait pas cette formule, elle trouvait qu'elle réduisait tout à un simple duel avec Laurent. Mais elle comprenait que, pour beaucoup, son histoire ressemblait à une victoire au nom de toutes celles qui n'avaient jamais pu parler. Le livre fut traduit en 3 langues. Des extraits furent lus dans des universités. On en fit un sujet de débat. Et pourtant, Sandrine continuait, chaque matin, à aller au centre, à préparer du café, à écouter des histoires, à respecter des silences. Un soir, tandis qu'elle rangeait des livres dans la bibliothèque de la Fondation, Lucas entra. Sa voix avait déjà pris des accents d'adolescent. Le changement était évident, mais il gardait ce regard profond, si proche de celui de sa mère. « Maman, je peux te demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr. »« Tu es heureuse ?» Sandrine resta immobile. Elle pensa aux nuits blanches, aux insultes, aux procès, aux femmes qu'elle avait serrées dans ses bras, à ses enfants grandissant sans peur. Elle ne répondit pas heureuse. Elle répondit. « Je suis en paix. » Puis elle ajouta. « Qu'est-ce qui est mieux que d'être heureuse ? Parce que la paix, personne ne peut te l'enlever. » Lucas sourit. Il ne dit rien d'autre. Il s'approcha et la serra fort. Dans sa chambre, Laurent tomba par hasard sur un extrait de l'événement, en ligne. Sa main tremblait en voyant Sandrine sur scène, lumineuse, applaudie. Sur son visage, il n'y avait plus de rage, seulement un vide immense. Il éteignit son téléphone et resta sans bruit. Il se souvint de toutes les fois où il lui avait répété qu'elle ne valait rien, que personne ne l'écouterait, qu'elle était seule. Et maintenant, celui qui était seul, c'était lui. La vie ne lui avait pas tout pris comme une punition. Elle l'avait dépouillé pour lui montrer qu'on ne bâtit pas une maison sur des fondations de mépris. Sandrine, elle, rentra chez elle ce soir-là. Elle prépara le dessert préféré de Chloé, aida Lucas pour un devoir du collège, puis s'assit sur le petit porche, une couverture sur les jambes, une tisane à la main. La lune était pleine, l'air doux, et, pour la première fois depuis des années, elle ne sentit ni peur, ni anxiété, ni culpabilité, seulement de la gratitude. Parce qu'au bout du compte, quand la vie te retire tout, elle te laisse aussi la chance de reconstruire à partir de la vérité. Et cette vérité, même lorsqu'elle fait mal, finit toujours par te rendre libre. Sandrine se réveillait avant l'aube, comme elle le faisait depuis des mois. Plus par angoisse ou par habitude, mais par choix. Elle aimait cet instant où le monde n'avait pas encore retrouvé son vacarme. Elle enfilait son peignoir, préparait un café et sortait sur le porche, en silence. L'air frais du matin lui caressait le visage, comme si la vie, par un geste discret, lui rappelait qu'elle était encore là et que, désormais, elle s'appartenait. Elle avait 41 ans. Son visage avait changé, non pas à cause des rides, mais à cause de la sérénité. Elle n'avait plus à se défendre contre tout. Elle ne portait plus la nécessité de prouver quoi que ce soit. Elle avait compris que la vraie réussite n'était pas d'être reconnue, mais d'être calme. Pas la vengeance, la dignité. Ce jour-là, sans l'avoir prévu, elle ouvrit un cahier neuf. Sur la première page, elle écrivit « Lettre à celle que j'étais, et à celle qui viendra après moi. » Et elle se mit à écrire sans filtre, comme si son âme dictait. Pas pour publier. Pas pour faire un discours. Juste pour laisser quelque chose que quelqu'un lirait peut-être, au moment où il en aurait le plus besoin.